si nous vivons plus confortablement et plus largement que ne le vivaient nos parents, nous le devons en grande partie à l'industrie. C'est parce que le monde moderne est passé de l'âge agricole à l'âge industriel. À la base de ce progrès matériel, l'unité de production, l'entreprise qui est devenue une cellule fondamentale de notre vie sociale. Mais toutes les cellules de notre vie sociale aujourd'hui sont menacées, de la famille à la patrie. Y aura-t-il encore des entreprises demain? Y aura-t-il encore des entrepreneurs capables d'entreprendre? C'est à ces questions que s'efforcent de répondre François Dalle et Jean Bouline-Cavallet dans un ouvrage qui vient de paraître chez Kalman Levy et qui s'appelle L'entreprise du futur. Monsieur Dalle, votre éditeur vous a accordé à peu près 12 000 lignes pour exprimer votre pensée dans ce livre, mais il n'a consacré que 16 petites lignes à votre portrait. Alors je vous propose de combler cette lacune, d'abord avec Édouard Laure. François Dalle, 53 ans, marié, 3 enfants, avec qui il partage chaque week-end sa passion des chevaux. Études secondaires à Lille, chez les Jésuites, avant de terminer à Paris une licence en droit. Avocat à la Cour d'appel de Paris, il se lance après la guerre définitivement dans le privé. 1945, directeur général adjoint de la société Montsavon, 3 ans plus tard, directeur du marketing chez L'Oréal, dont il deviendra le PDG en 1957. 2 milliards de chiffre d'affaires par an, c'est à Eugène Schuller que L'Oréal doit son nom. C'est lui, jeune ingénieur, qui en 1907 a le premier trouvé la formule des teintures pour cheveux. Aujourd'hui, L'Oréal est implanté dans plus de 100 pays à travers le monde, touchant 400 millions de consommateurs. Elle occupe le 2e rang mondial dans son domaine après l'américain Avon. 20 000 personnes travaillent à la fabrication de 2000 produits différents. À Aulnay-sous-Bois, par exemple, 32 chaînes permettent de sortir chaque jour 1 800 000 unités. L'expansion de cette société est due en grande partie aux recherches effectuées dans ses laboratoires, au total une centaine. C'est là qu'on étudie la réaction des nouveaux produits sur la peau et le cuir chevelu. C'est de là également que sort chaque année une 50aine de brevets. La carte du succès de L'Oréal, c'est d'avoir misé sur les soins de beauté et de l'hygiène. C'est devenu presque un monopole en France. 90% du marché des lacs, 70% des produits colorants et presque 50% des shampoings, produits de bain et déodorants. Les adversaires de François Dalle lui reprochent d'utiliser trop facilement la coquetterie féminine. C'est à elle qu'il doit son succès, mais le PDG de L'Oréal est considéré aussi comme le type même du bon manager français qui a eu la chance de prendre en main l'héritage d'une société en pleine expansion. Monsieur, je retiens de ce portrait que vous avez été l'homme d'un seul métier dans votre existence. Vous avez fabriqué, vendu des produits d'hygiène, des produits de beauté. Pourtant, dans votre livre, dans l'entreprise du futur, vous partez en guerre contre ce culte du métier que vous reprochez aux industriels français d'avoir trop longtemps cultivé. Vous avez des gens, des affaires qui se sont trouvés emprisonnés uniquement autour, si vous voulez, du concept de la production, autour du concept de l'excellence de leur qualité de fabrication, sans tenir compte qu'il y avait en réalité une évolution des besoins qui ne correspondait pas à la fabrication qu'ils faisaient. Prenons des exemples. Dans le Nord, par exemple, on a fait du coton alors que s'amorçait la fabrication des textiles artificiels. On n'a pas prévu la reconversion des houilleurs du Nord et du Pas-de-Calais. À Millau, on fait de la ganterie alors que l'on ne fait plus de gants. Autrefois, les chefs d'entreprise étaient orientés vers le système logistique, disons le système de production. On produisait pour produire et puis on vendait ce que l'on pouvait. Alors qu'aujourd'hui, avec l'évolution des besoins, l'évolution des marchés, il est certain que l'entreprise doit se pourvoir de postes de guet, mais de postes de guet qui sont capables de réaliser ce que nous appelons dans notre livre l'anticipation stratégique de l'entreprise. Et le guet, c'est le marketing. Oui, c'est plus que le marketing, c'est un marketing stratégique.
Ça fait un certain temps qu'on sait que gouverner, c'est prévoir. Alors, qu'est-ce que vous trouvez de tellement nouveau aujourd'hui sur ce plan-là? Ah non, ce que nous trouvons, ce que nous disons, n'est-ce pas, c'est qu'il n'y a rien de nouveau. Sinon que les hommes ne sont pas tellement orientés par leurs affinités naturelles à accepter cette accélération du changement. Alors la nouveauté, c'est que cette accélération du changement est tellement grande aujourd'hui qu'elle se précipite, que les hommes sentent en quelque sorte que leur destin leur échappe. Et que ce qui crée, si vous voulez, peut-être ce malaise, cette morosité, c'est qu'on a l'impression qu'il y a une énorme précipitation en avant, si vous voulez, de tout le phénomène industriel, mais qu'on ne le contrôle pas toujours. Et qu'on ne sait pas s'il y a une corrélation entre les désirs des consommateurs, et disons le désir de l'homme en général, et cette espèce d'accélération naturelle. Disons, quand je dis naturel, je crois qu'il vaudrait mieux dire accélération artificielle due aux retombées de la science. En soi, l'accélération du progrès est un phénomène artificiel. Pourquoi dites-vous que le progrès est artificiel? Nous pensons que le progrès est artificiel pour la raison qu'il correspond à une accélération de l'évolution, et toute accélération de l'évolution est évidemment contraire au destin naturel des choses. Le progrès, autrefois, était incontestablement très lent. Rappelez-vous les évocations que nous pouvons avoir dans la littérature du régime des corporations, les métiers que l'on se transmettait en héritage et qui évoluaient très lentement. Rappelez-vous également cette révolution qu'un Jacquard a pu apporter à Lyon, les oppositions auxquelles il s'est d'ailleurs heurté, et nous sommes maintenant installés de plus en plus dans le progrès et par conséquent dans l'artificiel. Alors c'est là que vous posez un choix fondamental entre s'habituer à vivre dans la turbulence, comme vous dites, ou refuser le progrès pour vivre dans le calme. Oui, nous ne croyons pas qu'on puisse refuser le progrès. On sent bien qu'il y a une tentation plutôt, je dirais, des citoyens du monde moderne à l'heure actuelle. Quand je parle du monde moderne, je dirais du monde de la demi-hémisphère, ce qui est au nord, en partant de l'Amérique et en tenant compte de la Russie, disons des pays évolués, des pays riches économiquement. On sent bien qu'il y en a qui voudraient une pause, n'est-ce pas, confusément, mais les consommateurs ne sont pas prêts à l'heure actuelle. La majorité, je vois déjà. Oui, les consommateurs ne pourraient pas satisfaire de l'arrêt du progrès. Il est d'ailleurs assez frappant de constater que la résistance au progrès s'opère parfois dans les milieux les plus intellectuels. Il est connu notamment que ce progrès incontestable que constitue l'installation de postes de télévision dans les foyers. Progrès matériel. C'est un progrès matériel, c'est un progrès dans les mœurs, dans les habitudes, dans les communications. Eh bien, je connais, pour ma part, nous connaissons tous un certain nombre de personnes très cultivées et qui se refusent à voir la télévision. Oui, mais ça, c'est un petit peu la révolte des nantis. Parce que les gens ont autre chose et qu'ils n'ont pas besoin de la télévision pour se distraire. Ah non, pas du tout. Ce sont des gens qui peuvent certainement se payer la télévision. Ce sont des gens qui ont besoin, comme tous, de distraction, mais ce sont des gens qui se rattachent à des modèles de culture. Oui, mais ils ont d'autres distractions, précisément. C'est bien ce que j'appelle la révolte des nantis. Je crois que M. Dalle pourrait nous expliquer comment autrefois on a refusé les produits de beauté. Absolument. Qu'au début de ma carrière même, je me suis posé la question en me disant, moi qui avais une formation universitaire, c'était assez dur au point de départ de me dire je deviendrais un fabricant de teinture pour cheveux ou un fabricant de crème cosmétique. Mais pourquoi dur? Parce que j'avais aussi cette impression d'artificialité, n'est-ce pas? Mais quand on voit l'importance, si vous voulez, d'un métier comme le nôtre qui vend de la douceur de vivre, on se rend bien compte que il n'y a pas une hiérarchie, si vous voulez, dans les besoins des consommateurs. Les besoins des consommateurs, ils se manifestent comme ils sont, il faut les satisfaire. Et je ne crois pas, par exemple, que dans ce domaine, il y ait une artificialité pour une femme, de désir ne pas vieillir, pour des gens qui ne se lavaient pas de se laver aujourd'hui, ou de mettre du déodorant, etc. Je ne crois pas que dans ce domaine... Je voudrais qu'on revienne un peu à votre ouvrage. Vrai. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il y aura toujours un esprit d'entreprise? Est-ce que
Est-ce qu'au fond, actuellement, on n'assiste pas à un certain refus du travail, à un certain refus d'entreprendre de la part de la jeunesse? Moi, je crois que c'est lié à la révolte des nantis, justement. Parce que ce qui est très grave dans la révolte des nantis, c'est que le refus du progrès se manifeste aussi par un certain refus de construire la société de demain. C'est-à-dire une fuite devant des responsabilités, et notamment les responsabilités qu'ont, disons, les élites à l'égard de ce que sera la civilisation de demain. On assiste à des phénomènes de refuge assez caractéristiques, le refuge vers la nature, la bonne mère nature. On oublie que la bonne mère nature, elle a tué un certain nombre de milliers, de dizaines de milliers d'Indiens tout récemment. Oui, mais je comprends votre question aussi, n'est-ce pas, l'esprit d'entreprise, on peut se dire l'esprit d'entreprise étant un facteur avec le goût de la sécurité. J'allais dire, comme vous dites, c'est un facteur d'accélération. Par conséquent, à un moment donné, on pourrait dire qu'on va chasser les hommes qui ont l'esprit d'entreprise comme on a chassé les sorcières, n'est-ce pas? Mais c'est pas imaginable que les hommes ne continuent pas à penser, à agir, à créer. C'est pas possible, n'est-ce pas? Que le savant qui découvre, eh bien, il a l'esprit d'entreprise. On peut pas empêcher les savants d'avoir le désir de rechercher une vérité plus profonde. Je crois, si vous voulez, que l'esprit d'entreprise, c'est quelque chose qui habite une élite, et que cet esprit d'entreprise, une minorité, on ne pourra jamais le jumeler, on ne pourra jamais le juguler, je veux dire, on ne pourra jamais le briser, on ne pourra jamais l'enfermer, ça me paraît impossible. Mais alors pratiquement, qu'est-ce qui va changer dans l'entreprise demain? Pratiquement. Or, je crois qu'il va changer, tellement de choses, nous l'écrivons tout au long de notre livre. Nous pensons que ce qui va plus changer, peut-être, c'est son environnement. Et on n'a pas l'air d'en prendre conscience, notamment à une époque où on parle du pouvoir aux ouvriers, comme dans certains milieux patronaux, on a parlé du pouvoir aux ingénieurs. Nous pensons que les problèmes qui vont se poser au monde de l'industrie seront moins des problèmes de participation avec les travailleurs, car ceux-là seront relativement faciles à résoudre. Il y aura des difficultés, bien entendu, mais des problèmes de participation avec le consommateur. Car on a coutume de considérer les hommes comme des travailleurs et de négliger totalement cette autre dimension de la vie d'un homme, qui est sa dimension de consommateur de biens matériels, consommateur de ressources naturelles. Est-ce que vous voulez dire que les gens les plus importants dans l'entreprise de demain seront ceux qui regarderont vers l'extérieur et non pas ceux qui géreront l'outil de production? Je crois que oui, ça c'est certain. Ça c'est certain. Est-ce que vous croyez que le fait que vous ayez toute votre vie durant vendu des produits de beauté vous amène à mieux sentir ces problèmes de la qualité de la vie qu'un industriel qui, par exemple, aurait fabriqué de l'acier? Moi, je peux peut-être répondre, François, pour ne pas vous gêner, parce que je vis aux côtés de L'Oréal, j'observe le comportement de cette affaire depuis déjà plusieurs années, et notamment celui de François Dalle. Il est incontestable que la caractéristique d'une société produisant et vendant des produits de grande consommation, c'est qu'elle est beaucoup plus près du consommateur, c'est-à-dire de l'homme, finalement, que ne le sont des types d'industries dans lesquelles, notamment, j'ai fait mes débuts de carrière en tant qu'ingénieur de production, qui étaient des industries fabriquant des biens intermédiaires destinés à d'autres industries, etc. Mais par exemple, puis vous me posez une question, n'est-ce pas, je vous dirais, derrière le consommateur, nous voyons toujours l'homme. Vous avez toujours fait beaucoup de publicité pour vendre des produits que vous présentez aux femmes, et vous êtes très sévère dans votre livre pour la publicité. Il n'y a pas une petite contradiction? Non, pas du tout, parce que ça dépend de la conception de la publicité. Nous ne croyons pas, si vous voulez, qu'à l'esbroufe de la publicité. Nous pensons que la publicité n'est valable que quand elle supporte une fabrication, une production sérieuse. Alors ma critique de la publicité, elle est justement contre ceux, si vous voulez, qui se font les turiféraires inconditionnels de la publicité en pensant qu'en faisant appel à des motivations extraordinaires, on peut conduire les hommes à acheter n'importe quoi. Moi, je sais que derrière l'homme, il y a un esprit critique extraordinaire, derrière le consommateur, et qu'en définitive, il retrouve toujours la qualité. Alors, au fond, oui, la publicité, à condition qu'elle soit au service de la qualité. Qu'elle ne soit pas ce que vous appelez le bourrage d'arrière-crâne. Voilà. Ni le bourrage de crâne, ni le bourrage d'arrière-crâne. Je reviens un petit peu sur un problème qu'on a évoqué tout à l'heure pour vous de la participation. Dans votre livre, vous dites après tout l'autogestion, ça peut servir. Nous croyons à la possibilité, et nous avons d'ailleurs illustré notre propos par des exemples de réalisation, notamment dans les affaires américaines, de cellules d'autogestion dans des ateliers d'entreprises importantes. Nous avons fait allusion aux gangs de la Western Electric notamment. Mais nous avons cru devoir insister sur une caractéristique à nos yeux fondamentale de l'autogestion, c'est qu'elle ne peut se concevoir qu'à partir de l'exploitation de connaissances déjà acquises.
Autrement dit, si vous devez introduire le progrès dans un processus de fabrication, il est nécessaire que certains membres de l'entreprise s'isolent pour étudier les conséquences de ce progrès, pour mettre au point les différentes perfections, dont plus tard des cellules d'exécution autogérées notamment, pourront bénéficier. Donc l'autogestion dans notre esprit ne peut absolument pas être généralisée ni permanente dans la mesure où le système de production est destiné à progresser. Autrement dit, si vous voulez, nous ne croyons pas qu'au niveau de la production de tous les jours, la réunion d'hommes puisse prendre en charge l'anticipation stratégique, quelle qu'elle soit, n'est-ce pas? Parce que nous pensons que la mission, si vous voulez, des hommes qui dirigent l'entreprise est dans une certaine mesure de réduire les incertitudes concernant l'avenir de l'entreprise. Et pour réduire les incertitudes concernant l'entreprise, il faut évidemment avoir accumulé des connaissances, les avoir digérées, être au poste de guet de l'entreprise, subir toutes les influences de l'environnement. Et si vous voulez, à ce niveau-là, nous ne croyons pas que l'autogestion soit possible. Autrement dit, nous croyons que la hiérarchie, si vous voulez, disons que l'autorité reste nécessaire. Comment voyez-vous en gros le rôle des syndicats dans l'avenir? Nous pensons que les syndicats ont un rôle considérable à jouer, mais nous pensons, si vous voulez, que l'ouvriérisme, si vous voulez, sera, si vous voulez, syndicat orienté vers ce que j'appellerais l'ouvriérisme, cette évolution est dépassée. C'est-à-dire que je crois que le syndicat va devoir prendre en charge, comme l'entreprise du reste, comme nous disons que l'entreprise doit dépasser sa fonction de production pour s'occuper de l'environnement, nous pensons, si vous voulez, que le syndicat sera amené de plus en plus à défendre l'homme, non pas en tant que producteur, mais aussi en tant que consommateur, c'est-à-dire prendre l'homme de l'autre côté de la machine, n'est-ce pas? C'est du reste la tendance dans laquelle vous voyez évoluer la CFDT, la CGT, et cette tendance est normale, parce qu'au fond, il y a une convergence, si vous voulez, de vision entre... il y a une convergence qui fait qu'aujourd'hui, on sent que l'appareil de production a des limites, et que les problèmes de civilisation sont en dehors de l'appareil de production. Et c'est pourquoi les syndicats sont amenés à regarder de l'autre côté de l'usine. De l'autre côté de l'usine. Politisation accrue de leur action. Oui, Probablement. Oui, vraisemblablement. Dans tout votre livre, vous dites que la grande affaire du futur, c'est le changement. Et vous concluez en disant que l'organisation du changement, c'est l'affaire de la direction. Alors qu'est-ce qui va changer pour le chef d'entreprise? Attention, la responsabilité du changement est l'affaire de la direction. Oui. Ce qui ne veut pas dire que l'organisation du changement doit être le seul fait de quelques élites. Si vous pensez qu'avant, le chef d'entreprise était simplement le directeur de l'usine, aujourd'hui il est le directeur d'une entité beaucoup plus globale, dans laquelle il y a notamment où l'usine n'est qu'un outil, n'est qu'un outil d'exécution, et où le chef d'entreprise se met au poste de guet, mais il se met pour l'instant au poste de guet en ayant surtout une préoccupation économique. Et demain, sa préoccupation, si vous voulez, ce sera à la fois économique, sociale. En réalité, si vous voulez, l'entreprise va évoluer d'une manière irrésistible vers comment dirais-je, la silhouette d'un service public. Vous pensez qu'elle va mordre sur les responsabilités de l'État? Ah non, c'est pas ça du tout. Non, je n'ai pas dit ça du tout, au contraire. Je crois que l'entreprise va subir de plus en plus les contraintes de l'État. Mais je veux dire qu'elle sera obligée de prendre en charge d'autres critères que ceux d'efficacité économique.